Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. À Saint-Pierre, Norshin Chedi meurt sous les coups de son mari. La mère de la jeune femme avance qu'elle était victime de violences domestiques. Nomination stratégique dans le secteur financier. Avec un parcours d'exception et une expertise internationale, le docteur Désiré Venkatachelum prend la tête de la Financial Services Commission. L'ambassade américaine célèbre le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Les grands axes de coopération avec Maurice, notamment le dossier Chagos, ont été évoqués. Inodis et Alteo s'associent pour créer une nouvelle ferme avicole à Olivia. La production locale sera augmentée de 1500 tonnes annuellement. Et puis à l'étranger, l'UNESCO examine 30 nouvelles candidatures pour le patrimoine mondial. 56 sites déjà inscrits sont menacés par les défis climatiques et géopolitiques. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, Maurice a mis sur l'expertise internationale d'un de ses fils du sol pour dynamiser son centre financier. Le docteur Désiré Venkatachelum, cadre éminent à la Banque africaine de développement et Sherpa du G20, a été nommé à la tête de la Financial Services Commission, un choix salué par la ministre Jyoti Jiton qui voit un levier clé pour l'avenir économique du pays, Abdel Boulaki. Le choix du gouvernement pour diriger la Financial Services Commission s'est porté sur le docteur Désiré Venkatachelum, économiste mauricien chevronné qui évolue depuis 20 ans à la Banque africaine de développement où il occupe actuellement le poste de Senior Director Country Economics. Membre du cercle restreint des Sherpas du G20, il apporte une expertise reconnue sur les grandes questions économiques mondiales. Sa vaste expérience internationale constitue, selon la ministre Jyoti Jiton, un atout majeur pour le centre financier mauricien. Vraiment heureuse pour annoncer qu'il finit choisir le docteur Désiré Venkatachelum comme le prochain CEO de Financial Services Commission. Vraiment very grateful to the Prime Minister et ministre des Finances et le Deputy Prime Minister pour vraiment cette vision et l'importance qu'ils ont donnée à la méritocratie et amène meilleures compétences de la diaspora pour venir aider nous réinventer le secteur financier. Déjà, les opérateurs se disent prêts à collaborer avec le futur Chief Executive de la FSI pour faire face aux défis et saisir les nouvelles opportunités. Accueille favorablement la nomination d'un CEO au niveau de la FSI. On va travailler de concert pour adresser les problèmes que nous avons atteints, notamment pour nous. Ce qui est plus c'est le ease of doing business et la facilitation au niveau de l'obtention des licences. Le fait qu'il finisse un point NC même, c'est très important. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est sur l'expérience en Afrique. Et surtout, nous faisons une cause de ça depuis très longtemps, l'Afrique is the last frontier. Sous le leadership du Dr Venkatachelum, le Fonds africain de développement avait atteint un record historique de 9 milliards de dollars en 2022. Parmi ses réalisations phares, la mise en place du fonds Bill and Melinda Gates, entre autres initiatives stratégiques. Désiré Venkatachelum a aussi enseigné l'économie à l'Université de Montréal, au Canada. Son arrivée à la tête de la FSI est attendue très prochainement. C'était le jour de célébration hier à Balaklava. Les États-Unis ont marqué leur 249e anniversaire d'indépendance avec une réception organisée par l'ambassade américaine à Maurice. Une cérémonie placée sous le signe des échanges et de la collaboration entre nos deux pays. Plusieurs personnalités y ont assisté, dont le président de la République d'Arambir Gokul, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et le Deputy Prime Minister Paul Béranger. Jalila Senali. 4 juillet 1776, signature de la déclaration d'indépendance marquant la naissance officielle des États-Unis. Pour célébrer cet événement, l'ambassade américaine a organisé une réception qui a réuni plusieurs personnalités, à l'instar des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique ou encore les représentants de la société civile, entre autres. May I invite you to join me in a toast
to His Excellency, the President of the United States of America, and the people of United States of America. Please join me in a toast to His Excellency, the President of the Republic of Mauritius, and the people of the Republic of Mauritius. Les célébrations cette année étaient axées sur les alumni, soit les personnes ayant participé à divers programmes d'échange financés par le gouvernement américain. And looking at the list of alumni from the past decades of our program, it's clear to me that the embassy staff knows how to identify individuals who inevitably play pivotal roles here in Mauritius. And I think from this spot I can see Dr. Prime Minister Ramgoolam, who was an IVLP, International Visitor Leadership Program alumni in the 80s. So again, Dr. Prime Minister, thank you for your support and your participation. Parmi les autres thèmes abordés par l'ambassadeur Jardine, la collaboration entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité et le dossier Chagos. And I congratulate Dr. Prime Minister and Deputy Prime Minister on your landslide victory. Congratulations again on a great victory. The change in governments in our two countries reflects not only our country's shared commitment to the democratic process, but also it presents an opportunity for both of us to begin a new chapter, to enhance our bilateral relationship and to build on new areas for cooperation. I also congratulate Mauritius and the United Kingdom on the signing in May of the agreement recognizing Mauritius's sovereignty over the Chagos Island. The agreement supports continued security presence of the United States in the region and enhances the U.S.-Mauritius partnership for the coming decades. An early sign of this closer relationship is that we look forward to developing a U.S. state partnership program with Mauritius and its security forces. This will not only bring members of the U.S. National Guard and Mauritian security counterparts more closely together, it will also create connections between a U.S. state and counterparts here in Mauritius, the people and communities of Mauritius. S'en est suivi une visite d'une exposition honorant les alumni mauriciens. C'était aussi l'occasion de faire le point sur les travaux de construction de la nouvelle ambassade américaine à Mocha, déjà complétée à 32%. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi. Le Conseil a pris note que, conformément à la section 87 de la Constitution, le Premier ministre a conseillé au président de la République de nommer Shelabhai Bapu comme haut-commissaire de Maurice en Inde, Monsou Korim Bacchus comme haut-commissaire de Maurice au Pakistan, Reza Ghani comme ambassadeur de Maurice en Égypte, Maria Francesca Mireille Martin comme haut-commissaire de Maurice en Afrique du Sud, Indrajit Babwa comme ambassadeur de Maurice en Éthiopie et représentant permanent à la Commission de l'Union africaine, et Joël Mariro comme ambassadeur de Maurice en France. Également dans l'actualité, le ministre du Logement et des Terres a rencontré les membres de la Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation cet après-midi à son bureau à Eben. Cette rencontre, qualifiée de cordiale et constructive par les deux parties, était axée sur un lieu de culte sur la plage publique à Tamarin. Shakil Mohamed a affirmé qu'il n'a jamais été question de détruire la structure en question. Madhvi Jagornath. Le ministre du Logement et des Terres était face à la presse après une rencontre qu'il a eue cet après-midi avec les représentants de la Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation. Les discussions ont porté sur un lieu de culte construit sur la plage publique à Tamarin. Ce sujet-là fin créer une polémique qui n'est pas nécessaire du tout. Moi, fin gagner l'opportunité de montrer tous les éléments d'information qui est là à ban camarades de la Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation. Et dans ce cas de Tamarin, m'aurait dire, cela n'a jamais été dans l'intention du gouvernement et du ministère to proceed to demolishing. Et qui fait me dire ça, c'est parce que d'après la loi, le mot demolishing dit dans section 24, mais à aucun moment dans le notice qui nous fait servir où on trouve le mot demolish ou demolishing. La personne qui finit la lettre au Beach Authority, pour faire les reminders, c'est un certain monsieur Mithil Bauran. Mais c'est monsieur Mithil Bauran, c'est le Assistant Secretary of Proud Hindu. La première organisation à m'attaquer, c'était Proud Hindu.
Et la personne qui finit pousse ban reminders, et finit même aller aussi loin pour dire dans une ban lettre là, comment se fait-il qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant? Nous, grand merci, bon Dieu, nous ban officiers, ensemble avec moi, nous pas utilisons le mot démolish. L'intention de certaines personnes, c'est de créer un désordre. Mon intention, c'est de travailler pour l'île Maurice sans discrimination contre qui que ce soit. Le président de la Mauritius St. Hermit Temples Federation a lui aussi fait part des retombées de la réunion avec le ministre. Nous finançons nous qui pas aucune destruction des calimailles à travers l'île qui déjà existait. Et nous finançons aussi éclairci plusieurs points, par exemple, et calimailles de la Queen, que nous-mêmes nous pas connaissons. C'est pas l'Enen Housing qui te met en caisse la cour, c'est Alteo, c'est une caisse privée qui la fin poursuivre le calimaille. Nous pas connaissons, ils montrent nous prévoir l'appui, mais nous faisons l'appel avec eux tout, si jamais je tenais une extension pour faire, qui déjà dans un calimaille existant, je t'écris au ministère, je gagne approval, là je suis capable de continuer à faire cette construction. La Beach Authority a émis un communiqué cet après-midi où elle est revenue sur ce cas à Tamarin. Selon le communiqué, c'est en juillet 2024 que des officiers de la Beach Authority avaient constaté un cas de construction sans l'autorisation de cette autorité. L'affaire a été rapportée au ministère du Logement et des Terres ainsi qu'au poste de police de Rivière-Noire. Malgré cela, la construction se poursuivait. Le 1er juillet 2025, la Beach Authority a procédé à l'affichage d'une Notice of Contravention alors que le ministère concerné a notifié les contrevenants. La Beach Authority demande de s'abstenir de toute construction illégale et appelle au respect des lois et des règlements en vigueur pour la protection et la préservation de nos plages publiques. Parlons sécurité alimentaire et la production locale. Alteo et Inodis lancent un partenariat stratégique pour créer une nouvelle ferme avicole à Olivia. Objectif, répondre à la demande croissante en poulet et gagner en autosuffisance. La production sera augmentée de 1500 tonnes chaque année. Notre équipe s'est rendue dans une ferme d'avicole d'Alteo à Sans Souci à Montagne-Blanche. Une ferme similaire à la future infrastructure de Livia. Le reportage de Krishan Sitia. Nous nous trouvons à la ferme avicole de Sans Souci à Montagne-Blanche. L'une des 3 fermes qu'opère Island Fresh Limited, filiale d'Alteo. Elle produit environ 1300 tonnes de poulet chaque année. Une nouvelle ferme semblable à celle-ci verra bientôt le jour à Olivia. Le but, répondre à la demande grandissante de cette volaille sur le marché local. La nouvelle ferme qui sera basée à Olivia aura une capacité de 1500 tonnes annuellement. Donc en comptant la ferme de Mérandon qui a une capacité de 2000 tonnes, dont nous atteindrons 3500 tonnes annuellement avec notre partenaire Inodis. Nous sommes engagés dans une agriculture durable. Les bâtiments dans lesquels on va construire, le design est fait pour avoir une ventilation aussi optimale. Donc de ce fait, nous allons produire le maximum possible par mètre carré. Cette nouvelle ferme sera construite en collaboration avec Inodis, partenaire de longue date, avec une capacité de 125 000 poulets répartis sur 5 bâtiments. Elle sera à la pointe de la technologie en matière d'élevage. Avec la Artificial Intelligence, donc nous pouvons savoir dans le bâtiment combien de poulets, quels sont les poulets, le comportement des poulets, à quelle heure ils vont consommer, à quelle heure ils vont boire, à quelle heure ils vont jouer, qu'ils vont courir, et qui nous permet d'ajuster la température, la qualité de l'air, la ventilation, et va nous permettre d'avoir un poulet encore plus sain et qui va pouvoir mener une qualité supérieure aussi sur le marché. Le début des travaux pour la nouvelle ferme est prévu d'ici août, un partenariat avec lequel Alteo atteindra une production annuelle de 6000 tonnes, renforçant ainsi notre autosuffisance alimentaire en termes de poulet.
Tout à fait autre chose. À présent, la lutte contre le sida entre dans une phase critique. L'ONU SIDA alerte sur une crise sans précédent du financement mondial, une menace directe pour les progrès réalisés depuis plusieurs décennies. Si Maurice parvient à maintenir ses efforts, la riposte internationale, elle, perd du terrain. Yassine Denmahmoud. L'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Face à une crise historique du financement international, les pays doivent transformer leur réponse au VIH sous peine de voir des millions de vies menacées. Le rapport mondial 2025, intitulé « SIDA, crise et pouvoir de transformation », dresse un constat préoccupant. Aujourd'hui, 31,6 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde ont accès à un traitement. Jusqu'à l'année dernière, l'objectif d'éliminer le sida comme menace de santé publique d'ici 2030 semblait à portée de main. Mais cette dynamique est désormais gravement compromise. Depuis janvier 2025, il y a eu une vague soudaine et brutale de coupes massives ainsi qu'un affaiblissement du consensus sur l'aide de la part du plus grand donateur mondial pour le VIH, mais aussi d'autres gouvernements à travers le monde, et cela met en péril l'ensemble de la riposte mondiale contre le VIH. Le rapport insiste, sans financement stable, les progrès obtenus risquent de s'effondrer. Selon nos modélisations présentées dans ce rapport, si le monde n'agit pas pour atténuer la crise et garantir la continuité du soutien et des ressources pour les efforts de prévention et de traitement du VIH, 6 millions de nouvelles infections et 4 millions de décès supplémentaires liés au sida pourraient survenir d'ici 2029. À Maurice, la situation est différente. Ici, le combat contre le sida ne dépend pas du financement extérieur. À Maurice, heureusement, plus de 80% de nos programmes du VIH sont financés par le ministère de la Santé. Mais définitivement, il peut y avoir un impact parce que quand même, nous avons l'aide. Par exemple, nous avons funding pour acheter des équipements qui peut soulager le ministère, et aussi nous avons beaucoup de technical assistance, veut dire une expertise de l'extérieur qui vient, qui fait une formation ou peut-être aide nous faire un plan pour améliorer la situation du VIH. Et beaucoup de funding là aussi, tu parles dans un survey qui nous fait pour une population clé. Si Maurice peut maintenir le cap, l'alerte est sérieuse ailleurs. Sans réaction rapide de la communauté internationale, le monde court le risque de retourner 30 ans en arrière quand le sida frappait sans relâche. Également en titre de cette édition, un cas allégué de féminicide qui soulève de nombreuses questions. Le corps de Norshin Chedi, mère de 2 enfants, a été retrouvé à son domicile à Saint-Pierre. Son époux, Safwan Chedi, soupçonné de l'avoir tué, a été arrêté. La mère de la jeune femme affirme avoir alerté la police à la veille du drame, signalant que la victime subissait des violences conjugales. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire et déterminer les responsabilités, alors que prévoit réellement le protocole en cas de violence conjugale. Nous avons posé la question à la Family Protection Unit, Annabelle Volbert. Le ministère de l'Égalité du genre affirme que cette affaire de violence domestique qui a coûté la vie à Norshin Chedi n'a jamais été rapportée auprès de la Family Protection Unit. Nous n'apprenons qu'à là à travers des médias. Donc, à ce moment-là, quand nous commençons à demander renseignements, mais à aucun moment qu'elle n'a pas rapporté sur nous. Entre-temps, au niveau de la police, une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités dans cette affaire. Les autorités cherchent à déterminer si les services de police étaient au courant de la situation, comme l'affirment les parents de la victime. La police GNK est capable de contacter nous directement le 139. Nos bureaux, c'est Family Support Service, que nous officier de la brigade pour la protection de la famille et officier du ministère travaillent dans un seul bureau. Pour rappel, des membres de la famille de Norshin Chedi affirment avoir alerté les autorités. Ils soutiennent que la mère de famille âgée de 37 ans était victime de violences et déplorent que leur signalement n'a pas été pris en compte.
L'ACP Lilram Dial devrait retrouver la liberté conditionnelle le 17 juillet prochain. La Financial Crimes Commission a confirmé qu'elle ne s'opposera pas à cette décision, comme l'a annoncé son avocat en cours cet après-midi. Pour rappel, l'ancien responsable de la Counter-Terrorism Unit est accusé d'avoir détourné 4,5 millions de roupies destinés à récompenser les informateurs de la police. On fait le point avec Kavin Tapessar. L'ACP Lilram Dial a comparu en cour de Port-Louis cet après-midi. Son avocat, Maître Yash Badin, avait déposé une motion de remise en liberté conditionnelle hier, basée sur deux motifs, la santé de son client qui se serait détériorée et l'enquête de la Financial Crimes Commission qui aurait suffisamment progressé selon lui. Devant la magistrate Shahin Doriaou, l'avocat de la Financial Crimes Commission, Maître Girish Bandhu, a dès le début de l'audience pris l'engagement, au nom de la FCC, de ne pas objecter à la remise en liberté conditionnelle de l'ACP Lilram Dial lors de sa prochaine comparution le 17 juillet. De ce fait, Maître Yash Badin a retiré la motion qu'il avait déposée hier. L'autre déclaration de l'avocat de la FCC, qu'il donne un undertaking qui mon client peut être relâché le 17 jeudi et nous finirons une motion. Alors mon client peut retrouver la liberté le 17. C'est ce qui décidé, mais mon client disposait de quand je disais il pour venir. Tout le temps il fait collaborer, il peut continuer à collaborer. L'ACP Lilram Dial, accusé de blanchiment d'argent dans l'affaire Reward Money, devrait ainsi retrouver la liberté conditionnelle le 17 juillet prochain. En attendant, il a été reconduit au Vaqua Detention Center où il est détenu depuis le 20 juin dernier. Tout à fait autre chose. Après 8 ans de recherche, une nouvelle variété de chou-fleur voit le jour à Maurice, baptisée Local Cream. Elle résiste mieux à la maladie du Black Rot, un fléau pour les planteurs. Les semences devraient être prochainement distribuées à grande échelle au public comme aux agriculteurs. Madhvi Jagornath nous en parle. Il s'agit d'une nouvelle variété de chou-fleur qui s'épanouit sur les terres du Faré à Réduit. Nous plantons une variété de chou-fleur locale. Ici, dans sa malade Black Rot, qui va planter appelé la rouille. Nous but c'est Roden variété qui est tolérant à sa malade là. Elle a été baptisée Local Cream. Cette version améliorée du chou-fleur dit local a vu le jour après 8 ans de recherche. Nos but c'est produire une variété qui, comme nous, ancien local cream, qui va planter super Phénus, et il vient un peu plus compact, qui n'est pas ouvert. Parce que quand il est ouvert, quand on va planter, tu peux couper, tu peux avoir bazar, un bon parti, tu peux casser. Face au défi du changement climatique, la recherche, dira le ministre Arvin Boulel, est primordiale pour le secteur agricole. 8 ans de recherche. Et aujourd'hui, nous trouvons le résultat. Longtemps, c'est là ce qui s'appelle la rouille, Black Rot, qui tu peux détruire, comment nous dire, récolte. Mais aujourd'hui, sans mettre ce qu'on appelle substance chimique, on gagne le résultat. Donc, nous mangons bien, mangons mieux, produisons une valeur nutritive et nous retournons à la terre. Le retour à la terre, il est sain et il est pour le bien-être de tout un chacun. Ce projet de recherche a été financé par la division africaine de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'actualité à l'étranger, l'UNESCO examine cette semaine une trentaine de nouveaux sites pour une éventuelle inscription au patrimoine mondial. Mais cette reconnaissance de renom se heurte à de lourdes menaces. Climat, conflits, près des 3/4 des sites déjà classés sont exposés à des risques majeurs. Cynthia Moutou. Les menaces climatiques se multiplient et selon la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, près de 3/4 des sites du patrimoine mondial sont déjà confrontés à des risques d'inondation ou de sécheresse. Sur les 56 biens actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, la moitié le sont en raison des conséquences directes des conflits, avec le Moyen-Orient qui regroupe plus de 40% des sites en péril. L'UNESCO va d'ailleurs reprendre ses activités en Syrie, notamment pour la sauvegarde du musée national de Damas et des monuments de la ville d'Alep. L'organisation assure aussi une surveillance active des dommages causés au site culturel de Gaza depuis octobre 2023. Cette semaine,
30 candidatures sont examinées pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi on retrouve des grottes préhistoriques, des anciens centres de répression, des forêts et des écosystèmes marins. À ce jour, le patrimoine mondial compte plus de 1200 sites culturels, naturels et mixtes. L'intelligence artificielle façonne déjà notre quotidien et l'avenir s'écrit à grande vitesse. À Genève, le sommet mondial de l'IA s'ouvre avec un message clair. Innover, oui, mais sans perdre de vue l'essentiel. Face aux dérives possibles, les experts appellent à une IA éthique et inclusive. Selvina Chardien-Sungili. Dans le hall du Palexpo, le futur a déjà commencé. Les innovations qui s'exposent donnent le vertige et rappellent aux passants que l'intelligence artificielle a dépassé les projections et les attentes. Le vrai danger, ce n'est pas que l'IA élimine l'humanité. Le vrai danger, c'est la course à son déploiement généralisé, sans avoir pleinement mesuré ce que cela implique pour les êtres humains et pour notre planète. Des bots capables de gérer des ordinateurs, réserver des vacances ou prendre des décisions à notre place, le tableau est à la fois captivant et troublant. Nous avons déjà vu des prototypes d'IA avancés apprendre à tromper leurs propres concepteurs afin de préserver leurs objectifs. C'est un avertissement glaçant. Mais plus encore que les risques techniques, c'est l'injustice croissante qui inquiète. Parmi les risques les plus graves figure celui de laisser les plus vulnérables encore plus en arrière, alors que 2,6 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet. Pour illustrer le gouffre entre l'innovation et la réalité du terrain, la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications évoque une application de reconnaissance d'images utilisée en Afrique de l'Ouest qui échouait systématiquement à identifier le bétail sur place, parce que le système avait été entraîné sur des races européennes. Sans contexte, l'IA est vouée à l'échec. Nous sommes plus que la génération IA. Nous sommes la génération qui veut façonner l'IA pour le bien commun. Alors, peu importe la vitesse des technologies, n'oublions jamais de mettre l'IA au service de toutes et tous et de notre planète. La promesse, selon Doreen Bogdan-Martin, n'est pas technologique. Elle est éthique, politique, collective. Les visiteurs à ce sommet peuvent aussi converser avec le 2-2 mauricien. Une représentation virtuelle y est installée grâce aux technologies de Agentic Voicing Natures. Il s'agit de faire vivre l'expérience de l'IA conversationnelle, une technologie qui permet d'interagir par des échanges textuels ou vocaux et donc d'engager une conversation en temps réel. Retour sur le plan local, il marque un temps fort du calendrier spirituel hindou. Le mois sacré de Shravan, dédié au dieu Shiva, débute aujourd'hui sous le signe de la foi et de la dévotion. Pendant un mois, des prières et des rituels auront lieu, comme ce matin à Gangatalao, à Chitaragu. Dès le premier matin de ce mois sacré qui débute aujourd'hui, la foi des dévots est visible à Gangatalao. Selon la tradition, verser de l'eau sur le shivling durant le mois de Shravan dissipe toutes les souffrances et apporte une énergie positive dans la vie. C'est un premier jour nous venons. Nous venons avec la famille, nous tous ensemble pour faire la prière. Pour les hindous, Mahadev est le dieu suprême. Et selon la tradition, au temple Jatashankar-dham à Camp de Masque, le Rudrabhishek, le rituel de l'eau et les chants védiques contribuent à l'énergie divine. Nous sacrifions tout bonnes affaires, ce qui n'est pas bon. Alors nous récupérons l'esprit, la valeur morale. Un dota de l'eau, un fait, ou bien un fruit, ce qui gagne, ou faire lire. Aujourd'hui, peut commencer dans nos venir, nous faisons la prière. Selon les écritures anciennes, durant ce mois, Shiva a avalé le poison pour sauver l'humanité.
Et les dieux l'ont alors apaisé en versant sur lui le sacré du Gange. Ce mélange de foi, de dévotion et d'énergie shivaïte continuera à rayonner jusqu'au 9 août. Et si l'on racontait une histoire avec des bulles, des couleurs et une bonne dose d'imagination, c'est le pari d'un concours de bande dessinée lancé en octobre 2024 par le château de la Bourdonnais. De jeunes talents mauriciens y ont mêlé mémoire et créativité pour revisiter l'histoire du château. Priyanka Uri. L'objectif de ce concours est de raconter l'histoire autrement et de manière originale, mais inspirée du château, de son passé, de son architecture et de sa magie. 3 catégories ont été ouvertes: adolescents, projets collectifs et la plus créative et imaginative. J'aime bien souvent les petits héros, les enfants, les jeunes adolescents qui sont des héros. Alors j'ai inspiré de ça pour faire mes designs. Et alors j'adore le style de manga, le blanc et le noir. Alors je design ça comme ça. On a proposé à toutes les écoles mauriciennes de participer à un concours de BD et d'en fait d'être créatif et de raconter une histoire par rapport au château de la Bourdonnais. Là, je suis très contente de moi et de elle, de notre travail d'équipe et tout ce qu'on a fait pendant ces mois de travail ensemble, aussi les idées, les passe-temps, les disputes, tout ça quoi. Je me sens un peu content parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien m'exprimer et j'aime aussi les bandes dessinées. Après 10 mois de travail, les finalistes ont été départagés par un jury composé d'artistes, d'éditeurs et de passionnés du livre. Plus qu'un concours, une manière de transmettre le patrimoine aux jeunes générations avec leurs mots, leurs dessins et leurs regards. Ça a vraiment été le côté artistique, la partie histoire. Alors on a vu si l'enfant était un peu fidèle à tout ce qui a rapport au château. Un projet où passé et avenir se rencontrent au bout d'un crayon. Une initiative qui confirme la vocation du château de la Bourdonnais, être un lieu d'histoire et d'inspiration. Il faisait rire à des milliers de spectateurs. Bunaimin, humoriste connu sous le nom de scène chinois marrant, a été retrouvé mort hier à Paris, une chute du 8e étage. Les circonstances restent floues, mais selon son entourage, le décès serait lié à un accident et non à un suicide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Ou encore passer en scène pour choisir au programme avec Canal+. Fini série carré brûlée. Stream ou programme à la demande. Plonge dans un immense catalogue avec Blockbuster, Fexoti Cinéma, Netflix, HBO. Ça va bien se passer. Bollywood. Et bien plus encore, l'eau tout l'écran. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande au même endroit. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables.
Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et sera valable jusqu'à 10 h ce dimanche 13 juillet. Il y a aussi un avertissement de vent fort à Maurice valable jusqu'à 4 h demain matin. Période nuageuse durant la nuit avec des pluies intermittentes principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 14 et 20 degrés. Demain, des pluies intermittentes sont prévues sur les versants au vent et sur les hauteurs. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Température maximale entre 22 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales de 90 km/h dans certains endroits. Les rafales s'atténueront graduellement demain. Mer très forte au-delà des récifs avec houle de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées montantes, à l'ouest et au sud. Les pêcheurs, les plaisanciers et le public doivent éviter les sorties en mer et les plages. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Rodrigue jusqu'à 10 h ce dimanche et un avertissement de vent fort est en vigueur jusqu'à 4 h demain matin. Période nuageuse cette nuit avec des pluies intermittentes, température minimale entre 17 et 20 degrés. Des pluies occasionnelles sont toujours prévues demain avec une température maximale qui variera entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 40 à 50 km/h avec des rafales de 90 km/h dans plusieurs régions. Mer très forte de la récif avec houle de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées montantes, à l'ouest et au sud. Les pêcheurs, plaisanciers et le public doivent éviter les sorties en mer et les plages. Et à Agalega, période nuageuse cette nuit avec des pluies intermittentes, température minimale environ 24 degrés. Demain matin, des pluies intermittentes sont toujours prévues. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi avec l'éloignement de la zone d'instabilité. Température maximale environ 28 degrés. Vent du sud-est de 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Zame son mori kofi, so salaire et sauf molégué. Zame son mori kofi, ricofi. Dans la nuit quand bise mon joli, moi na mon escafé ricofi. Quand soleil levé bise ouvert les yeux, escafé ricofi. Zame son mori kofi, un pantason de famille. Zame son mori kofi, so salaire et sauf molégué. Nescafé Ricofi témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans. Zame son mori kofi. Nestlé, good food, good life. Bonsoir. Hippisme, la Gambling Regulatory Authority a approuvé le calendrier proposé par le MTC Jockey Club. La police a également donné son aval. Si tout se passe comme prévu, la saison devrait donc démarrer le 26 juillet prochain pour prendre fin le 20 décembre. La Duchesse sera courue lors de la première journée, le Méden le dimanche 9 novembre. 17 actes sont programmés avec 5 breaks. Sachez que les premiers biotrials sur la grande piste se tiendront demain à partir de 6h15. Les étoiles montantes de l'haltérophilie mauricienne étaient à l'honneur à l'occasion du National Youth Junior Weightlifting Championship à Vacois. Une trentaine de jeunes athlètes visent une place pour les prochains championnats d'Afrique junior. Ce sera au mois d'août. Koyal Sital. Une trentaine de jeunes haltérophiles étaient en action au National Youth Junior Weightlifting Championship. Chez les filles, plusieurs performances solides ont retenu l'attention. Dans la catégorie de plus de 77 kg, Yukta Moritram est la championne junior de Maurice. Elle a soulevé un total de 105 kg, 46 kg à l'arraché et 59 kg à l'épaulé jeté. Très satisfaite, très contente. J'espère être qualifiée pour les championnats d'Afrique junior. Chez les 63 kg, c'est Yukti Gopal qui s'est imposé avec un total de 119 kg. L'haltérophile affiche une belle régularité dans ses essais. Je reviens après une blessure au fait. C'est bien que comme si, même après 3 sessions et 2 mois de repos full, la performance que j'ai faite, c'était bon according to my coach. Cette compétition servira également de plateforme de sélection pour les championnats d'Afrique junior.
En août même, nous aurons les championnats d'Afrique, junior et youth au Ghana, et aussi les championnats du Commonwealth en Inde, à Ahmedabad. Nous pour base, nous, par rapport aux résultats qui gagnent, pour nous finaliser aussi l'équipe pour les championnats d'Afrique qui aura lieu le mois prochain. Un rendez-vous décisif qui permettra aux meilleurs jeunes de l'île de défendre notre quadricolore sur la scène continentale. Autre chose à présent, la Mauritius Bowling Federation marque sa présence au Malaysia Tour 2025 prévue à partir de demain à Kuala Lumpur, une compétition internationale qui servira de tremplin en vue des prochains tournois, notamment de la zone Afrique en Égypte l'année prochaine. Robert Deschambault. 13 éléments masculins et 7 joueuses composent la délégation mauricienne qui portera haut nos couleurs en Malaisie. Mais au-delà de ce tournoi, cette plateforme revêt une importance stratégique dans la préparation de nos représentants. Dans la région ici, nous sommes capables de dire Maurice bien placé et nous sommes capables de nous meilleurs dans cette discipline. Mais au niveau de l'Asie, nous avons encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça qui nous peut aller, nous faire un déplacement pour nous gagner l'expérience, pour nous capables de grandir et bâtir une meilleure équipe pour l'année prochaine. Par ailleurs, lors d'une cérémonie protocolaire, le président de la fédération a ajouté que ce déplacement constitue une étape essentielle pour permettre à nos athlètes de progresser. Quant aux joueurs, ils se disent plus motivés que jamais à l'idée d'affronter des adversaires de haut niveau. Nous sommes extra fiers, nous pouvons aller en Asie pour la première compétition. Donc là, ce qu'ils nous expectent, c'est qu'au moins amener une médaille pour nous l'île. Et un peu gagner coaching que nous sommes capables d'improver nous-mêmes en tant que joueurs. Le Malaysia Tour 2025, un gros défi pour nos représentants, mais surtout une belle opportunité de gagner en termes d'expérience. Tennis avec le tournoi de Wimbledon, ce résultat qui est tombé il y a quelques minutes. Alors, Carlos Alcaraz est en finale après 2h49 de jeu face à Taylor Fritz et la seconde demi-finale qui se tient en ce moment entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Sinon, l'affiche de la finale en simple dame est connue. Elle opposera demain Amanda Anisimova, l'ex numéro 1 mondial, soit Iga Swiatek. Les deux demi-finales ont eu lieu hier. Du beau spectacle était au programme, comme attendu. Jessie Ugara. Ce sont les demi-finales en simple dame qui ont retenu l'attention du tournoi de Wimbledon ce jeudi. L'ancienne numéro 1, Iga Swiatek, a largement dominé Belinda Bencic 6-2, 6-0. La Polonaise de 24 ans ne s'était jamais invitée en finale du majeur londonien. Elle y défiera l'Américaine Amanda Anisimova, 23 ans et 12e mondiale, qui a créé la surprise en éliminant ce jeudi la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, 27 ans, lors de la première demi 6-4, 4-6. 6-4. La finale féminine sera jouée ce samedi donc entre Amanda Anisimova et Iga Swiatek à 19h, heure de Maurice. Football sur le plan international, toujours avec le marché des transferts en Angleterre. Tottenham veut frapper fort sur ce mercato. Il vient de s'offrir les services de Mohamed Kudus et veut maintenant signer Gibbs White. Ce dossier, par contre, qui pourrait se compliquer à cause de certains aspects d'ordre légal, selon la presse britannique de cet après-midi. De son côté, Théo Hernandez quitte le Milan AC pour Al Hilal. Jessie Ugara. Il s'agit de la première recrue de l'ère Thomas Frank. Mohamed Kudus, 24 ans, quitte West Ham pour Tottenham. Le milieu offensif ghanéen a paraphé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2030, contre un chèque de 64 millions d'euros. Il devient ainsi le deuxième plus gros transfert de l'histoire des Spurs derrière Dominique Solanke. Une énorme transaction qui va en appeler une autre puisque Morgan Gibbs White, le milieu offensif de Nottingham Forest de 25 ans, est lui attendu pour 70 millions d'euros toujours chez Tottenham. Le gardien de Brest, Marco Bizot, 34 ans, pourrait quitter la Ligue 1 et rejoindre Aston Villa. Si le transfert se concrétise, le Néerlandais ne serait en revanche pas assuré du rôle de numéro 1 puisqu'Emiliano Martinez est lui sous contrat jusqu'en 2029.
Le latéral à gauche, Théo Hernandez, 27 ans, quitte le Milan AC pour Al Hilal. Le club saoudien a officialisé le recrutement de l'international français contre un chèque estimé à 25 millions d'euros. À un an de la Coupe du Monde de 2026, l'ancien talent du Real Madrid a accepté de rejoindre l'Arabie Saoudite avec un contrat jusqu'en juin 2028 et un salaire annuel évalué à plus de 20 millions d'euros. Cyclisme à présent avec le Tour de France, 7e étape entre Saint-Malo et Mur de Bretagne ce vendredi sur 187 km. Tadej Pogacar qui récupère le maillot jaune. Le Slovène qui s'est imposé aujourd'hui, il prend 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Et puis, avant de terminer cette information qui nous est parvenue ce soir en football, Crystal Palace qui jouera en Ligue Conférence et non en Ligue Europa. Décision qui est tombée donc ce soir. Le multiple ownership avancé comme raison et nous apprenons aussi que Palace pourrait faire appel. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bon week-end.